Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Épisode qui me permet de recevoir Dominique Vermorel. Dominique Vermorel, bonjour. Bonjour Philippe. Comment définissez-vous votre activité, votre métier? Qu'est-ce que vous mettez à la ligne profession dans les formulaires innombrables que l'administration nous demande de remplir? Alors j'aime mettre encore tailleur de pierre. D'être tailleur de pierre, pour moi, c'est mon métier, c'est ma formation. Donc, ce que je mets sur ces formulaires, c'est tailleur de pierre. Tailleur de pierre est une profession que vous avez apprise? J'ai appris cette profession chez les Compagnons. Ma formation de tailleur de pierre à l'âge de 16 ans, je suis parti chez les Compagnons et j'ai fait cet apprentissage. Donc, ça a été un beau voyage de rencontre des hommes et puis de rencontre de la main et de l'esprit. L'idée d'être tailleur de pierre vous était venue Ça m'est venu par un tailleur de pierre qui travaillait chez mes parents quand j'étais enfant. Je devais avoir 9-10 ans. Je me souviens de ce tailleur de pierre qui bouchardait l'escalier chez mes parents. Il le restaurait. Boucharder, c'est un outil qui sert c'est un outil du 19e qui a des petites dents et qui servait à tailler la pierre. Donc il était en train de raviver un petit peu cet escalier. Et puis il me disait, tu feras quoi plus tard? Je disais tailleur de pierre. Et il était tout content. C'était un célibataire qui aimait m'entendre dire que je ferais tailleur de pierre. Et arrivé à l'âge de 16 ans, j'ai dit à mes parents, mais je veux faire tailleur de pierre. Ils m'ont dit, non, tes frères et sœurs ont fait des études, tu feras comme les autres. J'ai dit, non, je veux faire tailleur de pierre. Mais ils me disent, mais il n'y a pas d'école. Effectivement, il n'y avait pas d'école pour apprendre ce métier, ou je n'en connaissais point. Et puis un jour, je suis revenu avec un petit fascicule du collège, et c'était une personne qui orientait pour les professions, et qui m'avait mis, il y a les Compagnons. Et donc, je suis arrivé avec ce fascicule chez mon père, et mon père m'a dit, en plus, les Compagnons, on sait pas trop, et voilà un petit peu mon aventure. Je suis parti comme ça à l'âge de 16 ans, de Charlieu dans la Loire, ce petit village où il y a un très beau patrimoine aussi, on a un très beau tympan aussi. J'étais bercé par ce côté pierre dès mon enfance, et puis de là, je suis parti chez les Compagnons à 16 ans, je suis parti pour Bordeaux. Alors les Compagnons, ça se passe comment aujourd'hui? Parce qu'on en a une image, enfin pour les boomers, on en a une image qui est liée à ce feuilleton qui était Hardy-Schwager fidèle. Oui. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une grande école des métiers, ça l'a toujours été, parce que c'est vrai que le compagnonnage remonte à la nuit des temps. Effectivement, on le remonte à partir des cathédrales, la retransmission, mais bien avant, on a des légendes qui nous remontent, mais les certitudes du temps des cathédrales, les compagnons qui voyageaient de cathédrale en cathédrale, qui se formaient, qui étaient dans les faubourgs, qui étaient dans les villes, qui avaient ce savoir des métiers, était donc l'issue de notre savoir vient de ces moments-là, et le compagnonnage maintenant a une évolution énorme, puisqu'il y a 24 métiers à l'heure actuelle, puisqu'il y a des nouveaux métiers qui rentrent. Il y a une évolution, même l'évolution que j'ai connue moi depuis quand je suis rentré en 76 chez les Compagnons. Eh bien, il y a une évolution énorme. Il n'y avait pas de filles chez les Compagnons. Maintenant, il y a des femmes chez les Compagnons. Il y a une évolution sur vraiment la grande école des métiers. Des nouveaux métiers? Oui, les nouveaux métiers, c'est-à-dire qu'on a des métiers, maintenant on a des métiers de l'alimentation qui sont là, on a des métiers comme les peintres sont venus maintenant, ils n'y étaient pas, on a même les électriciens, on a les paysagistes qui n'étaient pas chez les Compagnons. Les métiers de base, c'était surtout les charpentiers, les tailleurs de pierre, on transforme la matière, et puis insensiblement, effectivement, le compagnonnage s'est ouvert, et l'association ouvrière des Compagnons du Devoir, dont je fais partie, puisqu'il y a plusieurs sortes de compagnonnage, et celle qui a été reconnue
d'utilité publique après-guerre, donc est devenue une école au niveau de la formation très 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 importante. Il y a encore les différences entre les différents compagnons, les compagnons du devoir et les, je sais plus. Oui, mais ces différences, j'allais dire, il y a des différences, mais l'esprit est toujours le même. On a, il y a la fédération, il y a l'association, il y a plusieurs compagnonnages, mais ce qui est important, c'est l'esprit. Alors, il y en a qui ont été aidés un peu plus par l'État ou qui se sont développés d'une manière, qui ont grossi, comme l'association est devenue beaucoup plus centre de formation, s'est structuré, a vraiment eu une librairie, a quelque chose est devenu très important. On a des fondations derrière, on a des instituts des métiers. C'est devenu quelque chose de très important. Et puis, il y a les autres compagnonnages. Mais ce qui est important, ce qu'il faut voir, c'est l'esprit. Et là, on a vraiment des gens et des jeunes qui aiment leur métier, qui connaissent le métier, qui veulent se former et voyager. Alors, Dominique Vermorel, vous avez 16 ans et vous allez à Bordeaux pour votre début comme on appelle ça, apprenti, non? Ben oui, apprenti, tailleur de pierre. Alors chez les compagnons, il y a des petits péjoratifs comme ça. On appelle un apprenti un lapin. Alors donc j'étais devenu lapin. Un lapin. Voilà, un lapin. Un lapin, c'est ce qui sur les aires de tracé des charpentiers, c'est celui qui quand on traçait les charpentes encore à la main avec les cordeaux, eh ben qui se déplaçait d'un endroit à l'autre et le maître d'apprentissage lui disait va là et le lapin courait à droite et à gauche pour poser son clou à l'endroit où il fallait battre l'épure. Alors vous êtes lapin. Et voilà. Comme lapin tailleur de pierre, qu'est-ce qu'on vous fait faire? Qu'est-ce qu'on vous apprend? Comment ça se passe par exemple, comment est la répartition entre le travail pratique et les études? Ouais. Alors on est vite d'un seul coup dans le monde du travail, puisque l'apprentissage que j'ai entrepris en 76, je me suis trouvé d'aller chez un employeur avec un autre compagnon qui était là pour me former. Donc on place souvent un jeune, un lapin, un apprenti, avec quelqu'un qui est formé. Et donc là, je me suis trouvé dans une entreprise à Bordeaux où la journée, on travaille et le soir, on a des cours. Alors le soir, on a des cours de 8h jusqu'à 10-11h du soir. Le samedi aussi, on a des cours. Et puis à l'époque, on avait des cours le dimanche matin. Mais ça faisait beaucoup de cours, mais on avait l'impression de jamais travailler. Parce que c'était toujours dans une ambiance de découverte, de retransmission, et c'est toujours les anciens qui retransmettent aux plus jeunes. Et c'est des hommes de métier. Donc c'est une force du compagnonnage. Vous êtes combien à ce moment-là à Bordeaux, tailleur de pierre? Oh, à Bordeaux, comme tailleur de pierre, la corporation, on devait être une quinzaine à peu près. Voilà, c'était des petites corporations. Et combien de lapins dans les 15? Oh, les apprentis, oui, on était 4 ou 5 et dans chaque ville, c'était un petit peu entre 15 ou 20 selon les villes. Mais c'est une corporation, les tailleurs de pierre à l'époque, quand j'ai commencé, qui était à peu près de 200 personnes sur la France. Hein. C'était quand même assez restreint aussi. Vous êtes resté combien de temps à Bordeaux? C'était 15 mois. L'apprentissage, c'était 15 mois. Donc, c'était ses cours du soir. C'était, bien sûr, passer son CAP pour commencer. Et puis, après, il y a aussi ce côté du compagnonnage. C'est d'être accepté et puis de vouloir avoir envie de devenir aspirant. Et devenir aspirant, c'est de faire un travail pour être accepté comme aspirant tailleur de pierre. Donc j'ai demandé à devenir aspirant tailleur de pierre. Donc là il faut faire un travail. Alors on peut pas être jugé ou corrigé sur un travail au bout de 15 mois de métier, mais on voit surtout l'ardeur du jeune, s'il a envie de faire cette découverte, s'il est motivé. Donc j'ai fait mon travail d'adoption qui a été corrigé par les anciens, et puis après on devient aspirant. Et quand on est aspirant, on commence son Tour de France. Alors certains s'arrêtent en tant qu'apprenti, puisque le compagnonnage n'est pas une obligation. Une fois qu'on est apprenti, c'est pas une obligation de faire son Tour de France. On peut rester comme apprenti. Votre travail, c'était quoi? Oh, c'était un petit banc. C'était un petit banc que j'avais taillé avec ces petites fleurs sur le dessus du banc, les pieds en volute. Je le revois comme c'était aujourd'hui parce que ces nuits, ces soirées, ces dimanches, c'est tout parce que ça se fait bien sûr après ces heures de travail avec une motivation. C'était un moment presque de communion avec cette pierre, avec ce moment, et puis ce passage d'apprenti, de petit lapin qui allait devenir aspirant et de rentrer dans la famille des compagnons, c'était un moment fort. Je me souviens de ce passage qui a été un bouleversement pour ma vie et cette envie de devenir aspirant chez les compagnons.
Alors, l'aspirant est tenu à quoi? Et en même temps, les compagnons lui procurent quoi? Ben, il aspire à devenir compagnon parce qu'il y aura une autre étape, donc c'est d'aller jusqu'au bout. Quand on est aspirant, on se dit, bon, demain, je serai compagnon. Et demain, ça sera dans 7 ou 8 ans. Donc, quand on a 16 ans, on se dit, bon, c'est un engagement d'une vie. Bien sûr, on n'a pas de contrat signé, mais c'est un engagement personnel. Donc, on aspire à devenir compagnon, et puis on aspire surtout à retransmettre. Donc, déjà, le peu qu'on a appris, on doit le retransmettre aux apprentis, et les anciens continuent à nous apprendre. Donc, ce passage de devenir aspirant, ça nous donne cette obligation de voyager, de continuer à se former tout au long de cette formation et de retransmettre. Et dans un esprit du compagnonnage qui est effectivement où il y a une retransmission, et puis il y a une convivialité, il y a une vraie fraternité, et on rencontre des moments qui sont exceptionnels, et avec beaucoup de tradition du compagnonnage. Vous avez dit c'est 8 ans? Oui. 8 ans d'aspiration, si je puis dire, avant de devenir compagnon, et au milieu et au bout un chef-d'œuvre, non? Oui, c'est ça, voilà. Alors, il y a pas de, c'est pareil, ça peut être pour certains au bout de 6 ans, d'autres ça peut être au bout de 8 ou 9 ans. Il y a pas de, c'est vraiment une école de vie qui est faite par rapport à l'homme qu'on a en face. Cet apprenti lapin qui arrive comme ça, eh bien, il n'y a pas un programme défini pour lui. C'est lui qui va faire sa vie. C'est les anciens qui vont voir quand il sera capable, et lui quand il se sentira capable de faire ce cheminement-là. Et c'est vrai que moi, je me suis senti, quand je suis arrivé sur Rodez, je devais avoir 23, 24 ans, et c'est à ce moment-là où j'ai fait mon travail de réception, où je suis devenu compagnon. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 8 ans? Le tour? Comme tour de France, ouais. Voilà. Le tour, Bordeaux, après j'ai été à Angers, j'ai été à Strasbourg, j'ai été à Rouen, j'ai été à Marseille, j'ai été à Lyon, et puis après Rodez. Ces villes se définissent comment? Il y a une demande de la part des compagnons qui sont à Angers, à Tours, on a un congrès qui est annuel, qui est à l'Ascension. Chaque année, il y a ce congrès, et le changement de ville se fait à ce moment-là. Donc, et on sait à ce moment-là, on met nos désirs sur un papier où on voudrait aller, et puis c'est là on nous dit non, il y a telle ville ou telle ville, où les anciens aussi regardent par rapport si on a fait trop de campagne, parce que alors on a nos jargons à nous, on appelle ça les villes et les campagnes, mais vous voyez, à Strasbourg j'étais en centre-ville à un moment donné, et puis une période je me suis trouvé à la campagne. La campagne, c'est quand on se trouve dans un village avec un groupe de compagnons en louant quelque chose sur place, parce qu'on va là où le travail est intéressant et là où il y a la rencontre de choses exceptionnelles. Mais ce qu'il y avait à la campagne, à Strasbourg, que faisiez-vous? Et à la campagne près Strasbourg, que faisiez-vous? À Strasbourg, c'était la cathédrale, et à la campagne, c'était chez un compagnon maçon, où j'ai participé sur des balustrades en pierre, sur des choses particulières de restauration qui étaient aussi fabuleuses, avec la rencontre des gens dans les villages. Vous voyez, j'étais à Obernai, Mittelbergheim, dans le centre où il y avait aussi ce côté de vignoble, de rencontre de gens qui était très agréable. Et donc, les autres villes, la plupart du temps, correspondaient plutôt de votre part à des choix ou à des indications ou à des directions qui vous étaient données à l'Ascension par votre congrès? C'était plutôt leur choix, le choix de nos anciens. On se disait, tiens, puisqu'on s'appelle aussi par nos noms de province, moi j'étais le Forésien, on s'appelle par nos noms forésiens, c'est une région moi je suis de Charlieu dans la Loire, c'est le Forez. C'est la région natale de Pierre Boulez. Oui, voilà. Montbrison. Ouais. Oui. C'est aussi la région de la Bastide d'Urfé. Oui, voilà. Ouais. Mais c'est en effet une région pas tellement connue. Mais donc, non. Alors voilà, j'étais devenu ce Forésien. Quand on s'appelle plus Dominique Vermorel, on est Forésien, on rencontre et on s'appelle par nos noms de province, et on m'avait choisi de faire... Avec un surnom, Ardéchois cœur fidèle ou... Oui, après c'est quand on fait son travail de réception qu'on a un nom de compagnon. D'accord. Voilà. Bon, je vous demande pas le vôtre, je sais pas si vous avez le droit de le dire. Oh, écoutez, c'est pas des secrets, parce que j'allais dire, je vais vous faire pas une réponse de Normand, parce que les Normands vont pas être contents, mais j'allais dire, c'est ou une qualité qu'on a, ou une qualité qu'on voudrait avoir. Alors donc, la mienne, c'est du moins mon nom, c'est je suis donc, on s'appelle, je suis honnête compagnon passant tailleur de pierre, et je suis le courage de Charlieu. D'ailleurs, quand on se présente comme ça, voilà, c'est... D'accord, vous dites pas Dominique Vermorel, vous dites le courage de Charlieu. Voilà. Bon.
Et c'est vrai que quand on se présente comme honnête compagnon passant tailleur de pierre, le courage de Charlieu, on a une histoire qui est derrière nous. On se lie à quelque chose, on se lie à des engagements, même si notre société, la vie, tout ça fait que c'est compliqué. Mais j'allais dire, on est chargé d'un passé. On est chargé d'une force de ces anciens et puis de nos métiers, quoi, du savoir-faire de nos mains et de retransmettre. Quand je vous parlais de la main et de l'esprit, le compagnonnage, c'est cela, quoi. Alors donc, les destinations qui ont été les vôtres pendant ces 8 ans, pendant lesquels vous êtes passé de apprenti à compagnon, ont été la plupart du temps le choix de vos anciens. Elles ont été semblables, différentes. Vous y avez fait quoi dans ces différentes destinations? Vous avez dit les villes, vous ne nous avez pas encore dit les activités. Est-ce que c'était des entreprises? Est-ce que vous travailliez pour des particuliers, pour l'État, pour des églises, pour des monuments nationaux? Chaque expérience, c'est ça l'intérêt du Tour de France et du compagnonnage, c'est que chaque destination est unique. Et quand on est à Bordeaux, j'ai travaillé dans le vignoble, j'ai fait des choses, j'ai des souvenirs de châteaux, de rencontres qui étaient super. Et puis à Angers, je me suis trouvé sur des manoirs, sur des choses particulières, un petit peu dans l'extérieur d'Angers, dans le cœur de ville aussi. Angers, Strasbourg, ça a été la cathédrale et puis ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc c'était cette restauration de balustrades, ces créations pour des maisons aussi. On a fait des choses et dans le vignoble parce que là où il y a du vin, il y a de la pierre. Donc c'est agréable parce qu'on rencontre une qualité de vie, on rencontre des gens qui veulent du beau et ça a été mon Tour de France. Et chaque fois, ça a été des expériences. À Rouen, ça a été aussi la cathédrale. Donc de travailler sur ces édifices-là, ça nous apprend beaucoup de choses. On rencontre et on a cette formation du soir avec les compagnons qui vous retransmettent, et puis la journée, on a le geste qui est là, et puis il y a ce labeur qui est là, parce que il faut sortir son caillou, il faut sortir sa pierre, il faut tailler, donc il faut savoir tracer, et il faut savoir tenir son temps et son outil dans son entreprise, parce que comme on n'est que de passage dans les entreprises, on doit derrière nous que l'employeur, soit le patron, soit content de nous pour qu'il prenne après d'autres jeunes, etc. Donc on a aussi un rôle, on se forme et on doit de tenir cette place et ce rang du compagnonnage dans nos entreprises. Dans ces différentes activités que vous avez pu avoir, qui vont de tailler une balustrade jusqu'à travailler sur une cathédrale, mais après d'autres compagnons et avant d'autres compagnons, parce que là, le travail s'étale beaucoup plus dans le temps. On aura d'ailleurs l'occasion d'en parler quand on parlera de votre travail à la cathédrale de Rodez. Mais dans ce travail-là, dans ces différents travaux, pendant les 8 ans de passage de l'apprentissage au compagnonnage, vous êtes suivi par une personne, plusieurs personnes, chaque responsable de chantier, chaque ancien dans chaque chantier. Comment êtes-vous évalué ? Oui, on a des choses qui nous suivent. Le compagnonnage a fait en sorte, il y a des choses propres à nous, effectivement, qui nous suivent de ville en ville. On se présente avec des choses pour savoir d'où on vient et savoir qui on est. Et puis, c'est une corporation, et même le compagnonnage, si c'est des milliers de personnes, maintenant dans tous les corps de métier en France, on se connaît tous quand même. Et par corps de métier, on a des maîtres de métier, on a des maîtres de Cayenne. Donc il y a tout un rôle. De Cayenne, qu'est-ce que c'est? Les Cayennes, les Cayennes, c'est des lieux où on se retrouve. Une Cayenne, c'est un lieu où il y a le maître de Cayenne. On a on a des Cayennes et les chambres selon les corps de métier. C'est des comment dirais-je, c'est des lieux où on se retrouve justement pour parler de tous ces travaux aussi de réflexion sur où on se retrouve une fois par mois pour pouvoir discuter de l'orientation des jeunes, la progression, et puis aussi sur nos rituels, sur l'orientation de nos métiers et ce que devient notre métier, l'évolution du métier, parce que quand on vient de métiers aussi loin, de tailleur de pierre, et le traverser jusqu'au XXIe siècle, il y a des évolutions, donc il faut qu'il y ait des réflexions à travers tout ça. Donc les Cayennes contribuent à ces réflexions-là. Et puis après, au congrès, où il y a des niveaux, on a aussi les maîtres des Cayennes qui se retrouvent de temps en temps sur Paris ou ailleurs pour pouvoir avoir toutes ces réflexions-là sur les métiers. Vous savez pourquoi ça s'appelle Cayenne? Ça fait penser au bagne.
Ah non, oui. Ces Cayenne, c'était des lieux où on se retrouvait, où c'est pas Cayenne du bagne, non. Non, la dénomination est antérieure à l'existence d'un bagne à Cayenne. Bien sûr. Je me sens rassuré. Oui. Et alors donc, nous passons ces 8 années, vous êtes suivi par certains de vos anciens, et le moment arrive de faire votre travail, c'est-à-dire votre chef-d'œuvre qui va vous permettre de passer compagnon. Comment vous choisissez le travail? En quoi a-t-il consisté pour vous? Et combien de temps ça prend, etc. Alors, le travail, il peut être, c'est une volonté du jeune qui aspire à devenir compagnon de choisir son travail. Donc, il a un parrain. Il faut d'ailleurs qu'il trouve son propre parrain dans le sein du compagnonnage, qui va l'aiguiller sur son travail. Moi, mon travail, ça a été de m'occuper de la restauration des travaux extérieurs de la maison des compagnons de Rodez, que j'aimais ce côté un petit peu du management de l'ensemble. Et puis, il y avait une échauguette compliquée en pierre à restaurer, où beaucoup de gens savaient pas trop comment s'y prendre un petit peu. Et ce défi m'a intéressé parce que j'aime bien, moi, les choses qui sont un petit peu aussi des défis. Alors, il y a des travaux. Redites ce que c'est qu'une échauguette. Ah, une échauguette. Une échauguette, un cul de lampe, c'est quelque chose qui va tenir une petite tour dans un angle. Et donc, il y a un appareillage de pierre en dessous qui est propre à cette structure pour retenir l'échauguette. L'échauguette, c'est donc quand on a un angle de bâtiment, c'est une petite tourelle qui surplombe un angle. Donc, il faut la tenir en dessous. Et donc, il y a un appareillage de pierre bien précis pour ça. Donc votre chef-d'œuvre, ça a été l'échauguette. Ça a été l'échauguette, ça a été entre autres l'échauguette, et puis après ça a été la restauration des lucarnes, ça a été l'ensemble de la façade. Parce que certains compagnons vont préférer prendre une maquette et se concentrer sur une maquette. Moi, j'aimais laisser ma pierre à l'édifice et de ne pas faire qu'une œuvre personnelle et où c'est comme je l'avais fait pour mon travail d'adoption, où j'avais beaucoup appris de ce travail très propre à ces pierres que j'avais taillées. Mais là, c'était l'ensemble des pierres, et puis c'était trouver toute une organisation, parce que ça a été cette maison qu'il fallait restaurer. Et je me suis dit, tiens, il y a une opportunité de mener quelque chose sur les façades avec les autres compagnons. Et ça m'a vraiment motivé pour faire ce genre de travail-là. Comment étiez-vous arrivé à Rodez ? Comment je suis arrivé ? À Rodez. À Rodez. Effectivement, Rodez, c'était dans mon cadre de Tour de France. Un jour, on m'a dit Rodez. Je dis, mais Rodez, mais. C'est où ? Mais c'est où Rodez ? Alors, je me suis dit, tiens, ça sonne le sud. Et je suis parti avec ma voiture, ma caisse à outils et mes affaires. Et je suis arrivé à Rodez et j'ai été très étonné quand j'ai vu Rodez en arrivant de loin sur ce piton. Je me suis dit, waouh, je viens travailler pour cette cathédrale. J'étais impressionné par l'édifice. Pourtant, j'avais vu d'autres cathédrales, mais celle-ci, ce lieu, ce paysage, et puis ne pas savoir où on va aussi, parce que j'avais pas préparé, j'avais juste regardé ma carte, j'avais la carte, j'avais vu Rodez. Bon, j'ai suivi ces routes sinueuses qu'il y avait à l'époque pour arriver à Rodez, qu'on arrivait au bout du monde aussi. Et ça, c'était super d'arriver au bout du monde. Et d'arriver à Rodez, qui était presque une île quelque part. C'était un département qui était, pour ma part, qui n'était pas connu, et quand je m'en suis rendu compte un petit peu à l'extérieur, qui était un petit peu méconnu aussi, et je me suis dit, mais il y a quelque chose d'exceptionnel, parce que cette cathédrale qui est posée là, en plein centre de ce département, sur ce piton, quand on arrive à Rodez, c'était pour moi bouleversant de savoir que j'allais passer à l'époque qu'1 an. Je savais pas que j'allais rester à Rodez. Où vous êtes maintenant installé. On reparlera dans la deuxième partie de notre entretien, on reparlera précisément de ce travail à Rodez et aussi d'autres de vos travaux. Mais j'aimerais qu'on boucle cette première partie autour de l'activité de l'apprentissage des compagnons. Et pour boucler cette première partie, je voudrais vous poser une dernière question. Aujourd'hui, vous êtes compagnon depuis déjà maintenant un bon moment. Vous avez des apprentis à Rodez Oui, c'est-à-dire que la maison des compagnons qui est à Rodez a aussi créé le premier institut de la pierre. C'est créé en 1990 à Rodez. Et après, il y a eu des instituts dans chaque corps de métier. Mais le premier qui a été créé, c'est à Rodez. Donc, on a toujours été très axé sur la formation. Et moi, j'ai donné toujours beaucoup d'importance à la retransmission. Donc, à l'heure actuelle, vous voyez, j'ai 10 apprentis, moi, dans mon entreprise.
Donc, sur 60 personnes, j'ai 10 personnes en apprentissage. J'apporte beaucoup d'importance à l'apprentissage parce que, à l'heure où certains de mes confrères se plaignent de trouver personne, etc., et si on forme pas, on trouvera personne. Donc, il faut former les jeunes. Les jeunes sont les mêmes. Ils ont faim. Ils veulent du bon travail, le faire dans un bon état d'esprit. Si on donne du travail à cette jeunesse, elle est là, la jeunesse. Mais le savoir, c'est à nous de le retransmettre. Mais pour moi, l'apprentissage est très, très important. Qui sont-ils, vos apprentis? D'où viennent-ils? Ben, uniquement de France ou d'Europe ou d'autres continents C'est très varié à l'heure actuelle, parce que bon, j'essaye, quand je vous dis 10 apprentis, c'est déjà de tous les centres de France. Je n'axe pas que sur ma famille du compagnonnage. J'ai d'autres centres, des CFA, des centres de formation d'apprentissage de toute la France, des brevets de professionnels, des brevets de maîtrise, des choses très diverses. J'ai même des ingénieurs qui font maintenant aussi leur apprentissage par ce biais-là. Mais ils viennent un petit peu de partout. Effectivement, on a des gens du compagnonnage qui sont d'ici. À l'heure actuelle, on a aussi des personnes qui viennent aussi d'Afrique, parce qu'on a tous ces jeunes qui veulent aussi apprendre, qui ont traversé la Méditerranée, qui ont eu des épreuves particulières. Ce sont des enfants qui sont partis, qui avaient des difficultés chez eux. Ils sont partis avec rien, mais avec l'envie de tout. Et ces jeunes, quand ils arrivent chez nous, si on sait les recevoir, si on sait leur apprendre, malgré la différence de culture, nos différences qui sont énormes, mais on a des jeunes qui ont une vraie envie. Et quelque part, ils ont tellement vécu des choses dures aussi, qui nous apportent quelque chose d'énorme à notre entreprise et aux autres personnes qui côtoient, parce que ils peuvent témoigner de choses où ils peuvent se rendre compte de choses qui sont pour nous tellement bénignes, et pour eux ça a une telle importance quand on a connu ce qu'ils ont connu. C'est une jeunesse aussi qui a une envie, qui a une revanche aussi, et qui mérite énormément d'apprendre nos métiers. Dominique Vermorel, je vous remercie. Après ce premier entretien, je vous propose que nous nous retrouvions pour parler notamment du travail que vous avez fait à la cathédrale de Rodez, mais aussi dans ce château Renaissance qui est non loin de Rodez, à Bournazel, dont les propriétaires ont été mes invités il y a maintenant quelques semaines. Dominique Vermorel, merci.